Salut! Alors, on continue l'apprentissage des fondamentaux de Blender. Dans la dernière vidéo, on a vu les différences entre les trois moteurs de rendu de Blender, Workbench qui est le moteur de travail, Eevee qui est le moteur de rendu temps réel et Cycle qui est le moteur physique réaliste. On va principalement travailler avec Eevee parce que c'est justement, même s'il est moins performant entre guillemets, il permet d'avoir des rendus très corrects, et l'intérêt de travailler en temps réel, c'est de voir de manière instantanée le résultat du processus itératif et de faire des choix dans la seconde et de ne pas avoir besoin d'attendre 1 heure ou 2 le temps d'avoir un rendu final pour se dire qu'au final on aurait dû modifier une position d'une light, changer un matériau, changer la position d'un objet, ce genre de choses. Ok. Ça fait beaucoup de théorie, tout ça. On va bientôt passer à la pratique et recréer en 3 dimensions le concept qu'on a ici en fond d'écran. Mais ce qui va être bien, c'est que ça va être assez rapide au final de recréer cette illustration, maintenant que vous aurez les automatismes, y compris les fondamentaux et les grandes lignes du fonctionnement des différents organes du logiciel, entre guillemets, si je puis me permettre cette métaphore. Ok, cool. Alors, je suis resté dans la même scène que précédemment. J'ai un sol rouge, une sphère blanche et une lumière blanche. On va se remettre un sol blanc. Qu'est-ce qui se passe si je le supprime? Eh ben voilà, je reviens avec mon sol par défaut. Sachant que mon matériau n'a pas disparu, il est toujours présent dans la scène. Il est ici, il s'appelle matériau sol. Et je peux le réassigner à mon sol et je peux aussi l'assigner, donc le même, à ma sphère si j'en ai envie. Et si je clique sur un élément, donc par exemple là j'ai cliqué sur ma sphère possède dans ses propriétés d'objet, elle possède ce matériau, donc la sphère, qui n'est pas le sol, possède le matériau qui s'appelle matériau sol. Le nom n'est pas très cohérent, mais d'un point de vue technique, ça peut tout à fait fonctionner. Par exemple, je peux même renommer le matériau en l'appelant matériau rouge, comme ça il y a plus une cohérence de nomenclature et de nom, donc c'est logique. Si je clique sur le sol, il y a bien le matériau rouge qui est appliqué, tout comme sur la sphère. Et maintenant, si je modifie la propriété de couleur de mon matériau, le matériau étant appliqué sur les deux objets, cela modifie le rendu des deux matériaux, le rendu des deux objets, enfin le rendu d'un seul matériau sur les deux objets. Et plutôt que de l'appeler matériau rouge, je vais l'appeler matériau A, par exemple. Comme ça, je peux mettre la couleur que je veux. Elle est dissociée du nom de l'objet, par exemple du bleu. Et sur la sphère, par exemple, je peux créer un nouveau matériau en appuyant sur le plus. Je crée un nouveau que j'appelle matériau. J'écris en majuscule par réflexe, mais B. J'ai fait une erreur. Je sais exactement comment la réparer, mais en gros, j'ai assigné un deuxième matériau à ma sphère. Si je supprime le premier, ça va appliquer sur l'ensemble de ma sphère le second matériau. Je peux modifier sa couleur. Et voici un matériau vert. Et l'intérêt d'avoir deux matériaux sur un objet, donc par exemple je vais en créer un nouveau, ou par exemple je vais prendre le matériau bleu, par exemple, ce sera plus simple. Je prends le matériau bleu qui s'appelle matériau A, je passe en mode Edit, en appuyant sur Tab, je passe en mode face, je sélectionne des faces, donc ça m'en sélectionne certaines en surlignant les bords en orange, et je peux cliquer sur le matériau A et assigner ce matériau
juste aux faces de l'objet qui m'intéresse. Et maintenant que j'ai le matériau A, je peux le remplacer par un autre, donc je peux en créer un nouveau en passant par là, ou bien je peux le dupliquer pour l'appeler matériau C et en changeant sa couleur. Et maintenant j'ai bien trois couleurs présentes dans la scène, j'ai le bleu qui est le matériau A, le vert qui est le matériau B et le C qui est le matériau violet. Et lorsque je duplique un matériau, donc par exemple là j'ai un nouveau matériau que je peux mettre en rouge, j'ai dans ma liste toujours le matériau C qui est de couleur orange, et lorsque je duplique un élément, ça peut être le cas d'une sphère, par exemple je peux dupliquer une sphère, Blender me le renomme en sphère.001 pour m'indiquer qu'il ne s'agit pas de la même sphère parce que ce n'est pas le même nom, et Blender va automatiquement renommer en incrémentant le nom à chaque fois d'une unité. Et pourquoi il fait 001 et non pas directement .1? Ça permet d'incrémenter pour jusqu'à 100, enfin non, 999 éléments. Et c'est la même chose pour les matériaux. Donc ça, je les supprime. Donc je n'oublie pas de renommer mon matériau C001 en matériau D. Et donc là, on voit que j'ai un matériau qui n'est pas assigné, le matériau C, celui qui est violet. Et vu qu'il n'est assigné à aucun objet, il y a un petit 0 à côté. Ça veut dire que c'est un orphan data, c'est un matériau qui est en quelque sorte orphelin. C'est un matériau qui n'est assigné à aucun objet, il est lié à aucun objet dans la scène, le matériau C. Et pour indiquer qu'il est lié à aucun objet, il y a un petit 0 qui apparaît ici. Cela indique que puisque c'est un matériau orphelin, si je quitte Blender et que je le réouvre, ce matériau aura disparu, car Blender, intrinsèquement, le considère comme étant inutile, c'est de la mémoire qui n'est pas utilisée. Donc il va purger ce qui n'est pas utilisé et connecté à des éléments, donc il faut faire attention, vous pouvez perdre comme ça des matériaux que vous aurez peut-être pré-paramétrés pour les assigner plus tard à des objets, et si vous quittez votre scène Blender, Blender va les effacer. Alors, ça peut être considéré comme un défaut, mais en fait c'est pour justement être dans un processus itératif, travailler rapidement, et tout en sachant que ce qui n'est pas utilisé va être nettoyé à la prochaine réouverture du logiciel. Et si vous voulez forcer Blender à utiliser ce matériau, vous pouvez tout à fait créer un nouveau plane, lui assigner le matériau C. Donc là, il est assigné, il n'est pas, ce n'est plus un matériau orphelin, il n'a plus de petits zéros. Mais imaginons que vous voulez juste le garder dans un bloc mémoire dans le logiciel et pas forcément assigné à un objet. Pour ça, vous allez cliquer sur le fake user, le petit logo du bouclier à côté du nom du matériau, pour forcer le matériau à avoir un user, un utilisateur virtuel qui n'existe pas, pour forcer Blender à lui dire OK, ce matériau n'est pas assigné réellement à un objet, mais il est assigné virtuellement à un fake user, donc je ne vais pas, ce n'est plus un matériau orphelin, je vais le conserver à la prochaine réouverture du logiciel. Donc si je supprime mon plane et que je vais voir dans la liste des matériaux, j'ai maintenant mon matériau violet qui est assigné à 0 objet, mais qui a un petit F à côté pour indiquer qu'il s'agit d'un fake user. C'est une astuce à connaître. Je me suis fait avoir platement une de mes premières commandes sur le logiciel où j'avais paramétré de manière assez précise une quinzaine de matériaux, ils avaient tous disparu. Donc en vrai, c'est assez logique. Une fois qu'on connaît l'astuce, ça peut être très pratique. Ok, tout ça pour dire que je vais revenir à un matériau, on va dire, universel, du gris. Donc j'ai supprimé tous les matériaux sur mes éléments. Je sauvegarde ma scène. Et je vais montrer la différence que l'on a entre les différents types de lights. Alors, Blender a créé par défaut
une light, une lumière de type point light. Donc si je la sélectionne, je peux la déplacer dans l'espace, ça va modifier la mise en lumière de ma scène 3D en temps réel, puisque je travaille avec Eevee. On a ici les options, ça me gratte le nez, je suis désolé. On a ici les options en lien avec cette light par défaut. Donc cette lumière, on peut modifier sa couleur. Je peux en faire une lumière rouge, je peux en faire une lumière violette, verte, ce que l'on veut. Je vais la remettre à une saturation à 0. À chaque fois que vous cliquez sur une couleur, Blender va vous ouvrir cette petite fenêtre qui est le color wheel, la roue de couleur avec le cercle chromatique. Vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc vous pouvez choisir la teinte qui vous intéresse. Donc plus vous allez vers le bord du cercle, plus la couleur va être saturée. Et si vous faites le tour du cercle, vous allez changer la teinte, donc la hue en anglais, et le hue peut être accessible avec le paramètre H comme hue. Donc vous pouvez soit cliquer et draguer ce paramètre-là ou rentrer une valeur numérique pour choisir la teinte de l'objet, ou alors le faire de manière intuitive ici. Ça fonctionne aussi en appuyant sur Maj pour ralentir la vitesse de rotation. Vous pouvez changer la saturation. Une couleur qui a une saturation à 0%, ça veut dire qu'elle n'est pas saturée, ça veut dire qu'elle est soit blanche, soit grise, soit noire. Et vous pouvez changer la value, donc accessible aussi avec ce paramètre-là, pour changer l'intensité de la couleur. Vous pouvez aussi accéder directement à son code hex, qui est un code hexadécimal en lien avec la couleur. Donc chaque teinte de couleur, chaque couleur a un code hexadécimal qui lui est associé, que vous pouvez copier, coller et assigner dans un autre logiciel. Vous pouvez aussi péputer des couleurs n'importe où sur votre écran. Donc ça peut être très pratique si... non, on peut que pipoter dans Blender. Donc ça permet de récupérer une gamme de couleurs sur une photo de référence par exemple. Et vous pouvez aussi accéder au paramétrage en RGB. Rouge, green, enfin red, green, blue, donc rouge, vert, bleu. En changeant les valeurs rouge, vert, bleu du logiciel. Pourquoi rouge, vert, bleu? Parce que ce sont les couleurs primaires en synthèse additive. Pourquoi est-ce qu'on est en synthèse additive? C'est parce que il se trouve que l'on travaille avec de la lumière sur un écran d'ordinateur et que ce ne sont pas les mêmes couleurs, ce ne sont pas les mêmes couleurs primaires qu'avec du pigment, qu'avec de la peinture. Ce sont des couleurs primaires de lumière. Si l'on mélange du rouge, du vert et du bleu, on obtient du blanc. C'est comme si on avait trois spots de couleurs, donc une lumière rouge, une lumière verte et une lumière bleue. Si on les dirige au même point, on va avoir du blanc. Si on n'a que du rouge et du vert, on obtient du jaune. Si on n'a que du vert et du bleu, on obtient du cyan. Et si on n'a que du rouge et du bleu, on obtient du violet. Si on avait véritablement des pigments, si on les mélangeait tous, on obtiendrait du noir. Mais voilà, ça c'est la théorie de la couleur. Donc ça, ce sont les paramètres de couleur de la lumière. On peut changer son intensité lumineuse qui est paramétrable en watts. Je peux le mettre à 10 watts, comme ça elle est très peu lumineuse. Sauf si on approche la lumière qui, comme je vous le rappelle, l'intensité lumineuse diminue inversement proportionnelle au carré de la distance. Je vais le remettre à 1000 watts. Donc ça veut dire que plus la light est éloignée, moins elle va éclairer de manière proportionnelle. C'est ça que ça veut dire, ni plus ni moins. On peut choisir son niveau de diffuse, de spéculaire et volume. La diffuse, c'est la manière dont elle va éclairer un matériau, on va dire, de manière directement. Le spéculaire, ça va être la sensation de reflet qu'elle va créer dans les matériaux. Et le volume, ça va être en lien avec des matériaux de type volume. Et les matériaux de type volume, c'est tout ce qui
permet de simuler du brouillard, du fog, ce genre de choses. Donc voilà, pour le moment, vous n'avez pas forcément besoin de toucher à ça. Et le radius de la lampe, de l'ampoule, va changer. C'est comme si vous allez avoir une ampoule beaucoup plus grande. Donc plus l'ampoule est grande, moins elle est claire, paradoxalement. C'est logique, c'est plus elle est grande, plus elle va avoir besoin d'intensité lumineuse pour éclairer son diamètre. Et inversement, si elle a un radius de 0,000 mètres, ça veut devenir un point minuscule qui n'a pas d'épaisseur. Et voilà. Custom distance, ça permet de modifier la distance maximum qu'elle puisse éclairer. Là, elle ne peut pas éclairer au-delà de 1 mètre. C'est pas réaliste, mais ça permet de tricher sur certains effets de lumière. On va désactiver Custom Distance. Et Shadow, ça permet d'avoir ou non des ombres calculées par cette lumière. On pourrait tout à fait la dupliquer, cette lumière, en mettre une là. Vous voyez, ça fait un peu comme sur les terrains de foot, où on aurait la lumière du soleil qui éclairait une sphère, et la lumière des projecteurs, et on a comme ça deux ombres. Et sur cette light là, par exemple, je pourrais désactiver les shadows, donc désactiver les ombres. Il n'y a que la lumière de gauche qui va créer une ombre, qui est beaucoup moins présente parce que cette ombre est éclairée par cette light là. Mon sol et ma sphère sont bel et bien éclairés par la deuxième lumière. L'ombre propre est toujours présente, mais l'ombre portée n'existe plus. Donc je supprime cette lumière. Voilà, et puis de manière tout aussi logique, si j'éclaire en bleu et que je mets ici un sol rouge, on va plutôt essayer avec un sol, je vais mettre jaune, voilà. Le sol est jaune, je vous promets, le sol ici est de couleur jaune, mais puisque il est éclairé avec une lumière bleue, jaune et bleu, ça donne du vert. Puisque le sol est jaune et la lumière bleue. Si je remets la lumière avec une saturation à 0, là, la lumière éclaire bien en blanc, on le voit sur la sphère, et ça laisse apparaître le sol jaune. C'est logique. Je peux changer la couleur de ma light, et on voit que ça donne des effets assez étranges. Là, c'est beaucoup plus sombre, puisqu'effectivement, dans le cercle chromatique, le jaune est presque à l'opposé du cercle chromatique. C'est une couleur complémentaire à la lumière, donc la lumière est bleue, le sol est jaune. Puisque le bleu est complémentaire au jaune, le bleu va être quasiment absorbé par le sol qui est jaune et va laisser repartir beaucoup moins de lumière, et donc le sol va quasiment apparaître noir. C'est assez dingue. D'ailleurs, si j'utilise véritablement le RGB ici, ouais, c'est quasiment visible. Et si je mets du noir, ouais, le sol est complètement noir. C'est assez intéressant. Ok, on va rester avec une lumière blanche, donc je reviens avec une saturation à 0. Le sol, on va remettre, donc on va resélectionner dans l'onglet matériaux, donc la petite sphère rouge, on va cliquer sur matériau D, on va cliquer sur moins, et cette fois-ci le matériau a été supprimé et Blender a automatiquement réassigné un matériau neutre de couleur blanche sur le sol. Ok, donc une light, c'est une ampoule, c'est une point light qui est une lumière ponctuelle qui va, comme une sphère assez petite, va éclairer dans toutes les directions. Donc si je mets une sphère ici, une sphère ici, une sphère ici, une sphère ici, on voit très clairement que si on se met en vue top, en appuyant sur la touche 7 du pavé numérique ou en cliquant sur le Z, on voit très clairement que cette lumière-là éclaire dans toutes les directions autour d'elle. Et que si on la déplace, ça déplace, enfin voilà, ça paraît cohérent. C'est tout à fait logique. Je peux changer la propriété
de ma light. Je peux la transformer en sun, en spot ou area. Ou alors, si je veux, je peux aussi la supprimer et créer une nouvelle light ici, en sélectionnant une sun, un spot ou un light ou un area. On va créer une sunlight. La sunlight, par défaut, elle est créée au centre du monde. Donc je vais la déplacer, donc je vais la grab sur l'axe Z. On a ici cette light là qui ressemble à un petit soleil, qui est considéré comme un sun, avec une espèce de ligne qui descend à l'infini. Alors elle s'arrête visuellement ici, mais en fait, voilà, cette ligne-là pourrait descendre à l'infini. Et là, il y a un petit point jaune qui me permet de sélectionner la direction du soleil. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. Je peux aussi tout à fait changer la direction du soleil en appuyant sur la rotation pour avoir une rotation libre. Je peux aussi contraindre la rotation sur l'axe Z pour que ça tourne seulement sur l'axe vertical et que ça fasse une rotation à 360 degrés, par exemple. Là, si je sélectionne ma light, donc ma sunlight, et que je la déplace de manière libre dans la scène, son déplacement n'influence pas du tout la modification de la direction de lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette sunlight, qui est un objet, donc comme n'importe quel objet 3D, il a des coordonnées en location, en position, mais vu que c'est un objet qui va simuler la lumière d'un soleil, le soleil, je pense que vous le savez, c'est un astre qui est beaucoup plus grand que la Terre, c'est un astre qui est très grand, mais puisque le soleil est très très loin de la Terre par rapport à notre perception en tant qu'être humain, par rapport au référentiel de la planète Terre, on peut mathématiquement, quasiment mathématiquement, considérer que le soleil est situé très très loin, donc à une position infinie. Et comme le soleil est un astre qui émet de la lumière de manière extrêmement puissante, à notre échelle de visibilité, on a l'impression que la lumière, même si on s'éloigne au carré de la distance, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à une sphère, à une point light, la lumière ne diminue pas en fonction de la distance. Donc en fait, le Soleil est un astre situé à l'infini en termes de position, et sa lumière ne diminue pas, l'intensité lumineuse ne diminue pas en fonction de la distance parcourue. Donc là, sur mon plane, sur mon sol, j'ai la même intensité lumineuse à droite qu'à gauche. Alors que si j'avais une point light, ce serait beaucoup plus fort à droite qu'à gauche de mon sol. Et du fait que mon soleil est un astre situé à l'infini, même si le soleil émet de la lumière dans toutes les directions, il n'y a qu'une partie de la lumière émise par le sommeil, j'ai soleil et je vais aller me coucher. Les rayons qui partent en direction de la Terre sont relativement parallèles. Et donc à notre échelle de perception, on peut considérer que les rayons lumineux qui proviennent du Soleil sont tous parallèles. Donc c'est paradoxal parce que c'est comme si on avait un astre qui serait gigantesque, qui envoie des rayons parallèles, et en même temps un astre qui est extrêmement ponctuel parce qu'il va créer des ombres nettes. Donc en fait, ce qui définit la position ou la rotation des ombres en lien, enfin les ombres qui proviennent des objets éclairés par un sun, c'est calculé en fonction de la rotation du sun et donc de la direction de lumière qu'il envoie. Encore une fois, je peux donc modifier les couleurs de mon sun. Je pourrais tout à fait avoir un soleil qui éclaire en violet ou en vert si vous voulez manger des gens. Vous avez peut-être la ref. On peut changer l'intensité de mon soleil qui cette fois-ci est basée sur une unité à partir de 1. C'est plus considéré comme étant watts parce que il n'y a pas besoin de calculer l'intensité lumineuse d'un sun en watts puisqu'il n'y a pas de diminution de la lumière en fonction de la distance. On peut
retrouver les mêmes paramètres que la diffuse, le spéculaire, le volume. On peut aussi activer ou désactiver les shadows. Il y a des paramètres dans le shadow que l'on verra plus tard. C'est pas la peine de se blinder d'informations. Et on peut modifier la valeur de l'angle. En fait, l'angle, si on le met à 0, ça va nous faire des ombres très très nettes. Ça équivaut à une lumière de soleil lorsqu'il fait beau. Genre un après-midi d'été où le soleil est un peu au zénith comme ça. On aurait des ombres très nettes parce que le soleil n'est pas filtré par les nuages. C'est comme si on avait un ciel bleu, qu'on peut d'ailleurs simuler ici en changeant légèrement la couleur du ciel, pour avoir quelque chose comme ça, et avoir le sun qui éclaire légèrement de couleur orange, orangé, très légèrement, parce que la couleur du soleil est quasiment blanche, mais si on l'analyse avec un spectrographe et qu'on voit les fréquences de couleur du soleil, on est très légèrement plus jaune, orange que blanc. Et donc là, on aurait une sensation d'après-midi, on va dire, ensoleillé. Et pourquoi le ciel est légèrement... enfin, pourquoi les ombres sont légèrement bleues? Parce que la couleur des shadows sont éclairés par le sky. Et si on voulait au contraire simuler un après-midi un peu morose, le sky serait peut-être plus sombre, le sun moins saturé, et en fait, vu qu'il y aurait peut-être de la brume ou un ciel couvert nuageux, la lumière du soleil serait filtrée par l'ensemble des petites particules, les petites gouttelettes d'eau présentes dans les nuages, donc les rayons lumineux qui viennent du soleil rebondiraient dans tous les sens et viendraient briser le côté directionnel des rayons lumineux qui proviennent du soleil, et donc créerait une lumière qui serait plus diffuse, et donc visuellement qui donnera la sensation que les ombres sont plus floues. Le fait que les ombres soient floues est une conséquence du fait que la lumière soit diffuse, du fait que la lumière soit filtrée par quelque chose. Et là, j'ai bien un shadow, ouais, voilà. Et si j'augmente la valeur de mon angle, on voit que les ombres sont de plus en plus floues. Donc ça se voit mieux si je baisse mon intensité lumineuse. À un angle à 0, c'est net. Et si je mets 60, on sent qu'il y a toujours les shadows. Ça se voit très bien si je les active ou pas. Mais elles sont beaucoup plus floues. Et on peut au maximum monter à 180. Les shadows sont toujours présentes. Mais on ne les voit quasiment plus, tellement elles sont floues. Voilà. Donc c'est un paramètre qui permet de... Voilà. Et bien sûr, ce paramètre est aussi accessible si on utilise le moteur de rendu Cycle. Et Cycle va véritablement calculer de manière physique l'ensemble des rayons de lumière qui partent du soleil, les diffuser, et on aura des ombres d'une bien meilleure qualité. Un flou de bien meilleure qualité. Il y a moyen d'améliorer ce flou dans les paramètres de rendu en utilisant Eevee. On s'embête pas trop avec ça pour le moment. Le but, c'est vraiment de voir les grandes lignes du logiciel. Au final, on peut aussi changer notre light en spot. Là, ça n'éclaire quasiment plus. Alors je vais baisser l'intensité de la valeur du sky pour que ce soit vachement plus clair. Donc ça va se voir si je baisse mon spot et que je le rapproche au niveau du sol. Il va me faire une toute petite tache de lumière. En fait, le spot, je ne sais pas pourquoi, par défaut, il éclaire à 1 watt. Si vous vous souvenez, ma point light, elle éclairait par défaut à 1000 watts. Peut-être qu'il éclaire à 1 watt parce qu'il a considéré, il est passé d'une sunlight qui avait une valeur de 1. Je pense que c'est ça. Si je mets un sun avec une valeur de 1000, qui est beaucoup trop forte, et que je passe avec un spot, voilà, ok. Là, le spot a une valeur de 1000 watts, qu'on peut changer
ici, par exemple. Si je mets 20 watts, je vais mettre 100 watts. C'est assez clair. Si je mets 100 watts, on voit ici que j'ai le point de départ de mon spot, comme si on avait un projecteur, un spot, avec un cône, j'arrive plus à parler, avec un cône qui simule le cône de vision de ma light. Je peux ainsi modifier la position. Alors je peux modifier la position de mon spotlight ainsi que sa rotation de la même manière qu'un sun, sauf que là le spotlight a véritablement une position dans l'espace. Donc on voit que ça modifie la rotation des shadows par rapport à la position de mon spot. Je peux modifier le radius de mon spot, donc c'est exactement le même fonctionnement que la light. Et je peux changer la shape, donc la shape c'est le mot anglais pour parler de la forme de mon cône. Excusez-moi. Je peux changer donc la taille de l'angle de vision du spot. Si je me mets du point de vue du spot, ça rapetisse ou augmente le champ de vision de mon spot. Et le blend, ça va être si le cercle de vision du spot est plus ou moins dur. Un blend à 0, on aura des ombres très cut sur les contours de mon spot shape, et un blend à 1 va avoir des ombres très très douces. Donc il y a un effet assez théâtral, et on voit que ça fonctionne comme la light, où la lumière est beaucoup plus lumineuse lorsque le spot est proche d'un objet, et l'intensité lumineuse décroît inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc là je change la rotation de mon spot, il va éclairer différemment, mais si j'augmente son size et que je déplace le spot, ça modifie bel et bien l'inclinaison des shadows. Voilà, je crois que ça fait déjà un bon aperçu du fonctionnement des lights dans Blender. Ah oui, et l'area, c'est... Je vais en créer un nouveau. Je vais utiliser des presets par défaut. Donc ça me crée un carré, comme si j'avais une espèce de lumière carrée. Donc ça ressemble un peu au spot, sauf qu'il n'y a plus de cône de vision. C'est une lumière qui va non plus être ponctuelle, mais comme un néon en fait, où toute la surface va émettre de la lumière. Donc vu que c'est une surface qui émet de la lumière, c'est mathématiquement équivalent à une surface constituée de plein de petites ampoules. Donc une ampoule peut avoir une lumière très ponctuelle, donc créer une lumière qui n'est pas diffuse, donc des ombres nettes, mais une area va créer forcément des ombres floues, car la lumière d'une area est diffuse, puisque c'est une surface qui va émettre plein de rayons de lumière dans plein de directions, et donc chaque rayon de lumière va s'intercroiser avec ses voisins, et donc un objet qui reçoit cette lumière, vu qu'il y a plusieurs rayons de lumière qui arrivent un peu sur les côtés, ça va mélanger un peu les bordures des différentes ombres de ces multiples créées par ces multiples rayons de lumière. J'aime beaucoup faire des mimes. Il faudrait que je me lance dans un one-man show. Et voilà, donc intrinsèquement, en fait, ça va forcément faire une lumière diffuse. Là, on voit que l'ombre, elle est légèrement floue, et en fait, on arrive à compter le nombre de shadows que Blender essaie de calculer en temps réel. Voilà. Et plus
plus ce carré-là est grand, plus les ombres vont être floues. Et plus il est petit, plus on va avoir une lumière ponctuelle, donc des ombres nettes, car la lumière ne sera pas diffuse. Et on retrouve les mêmes paramètres par rapport au shadow, etc., etc. Ah, on peut changer la silhouette du... Ah oui, évidemment. En plus, je le sais. Ouais, j'utilise très souvent plutôt un carré ou un rectangle. Ça, c'est l'équivalent d'un spot avec un filtre diffuseur dans des studios photos pour avoir des ombres très douces pour faire des portraits. Ça va encore faire une vidéo longue. Je ne sais pas si... est-ce que je peux créer une primitive? Ah oui, un monkey. On va s'arrêter là pour le moment. Et dans la prochaine vidéo, je vais montrer comment on peut créer un éclairage 3 points, qui est un éclairage assez classique au cinéma ou en photo, pour créer du volume sur un personnage ou dans un environnement, sur une scène, ce genre de choses. Et une fois qu'on aura vu ça, on pourra passer à la création 3D de l'environnement qu'on a ici en arrière-plan. Voilà, encore une fois, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à faire des retours constructifs sur les commentaires. Si vous avez des questions, s'il y a un point qui vous paraît flou, si vous ne vous souvenez pas d'un menu, d'un raccourci clavier, n'hésitez pas à écrire un commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Bah merci beaucoup, et puis à la prochaine vidéo du coup. À plus.